présenter, alors sinon je présenterai seul ce panel. Alors, ce panel 2 est intitulé Perspectives post-coloniales et décoloniales. Normalement, monsieur Hayam Cléo Matankamla aurait présenté sa présentation intitulée « Vers une épistémologie des sciences du patrimoine en Afrique centrale, du terrain sahélien à l'écriture scientifique ». Peut-être que son article sera publié dans la revue IBLA prochainement. La deuxième pénaliste, c'est Madame Wafer Missi. Elle présentera alors son intervention intitulée « Vers la décolonisation du curriculum, une approche holistique des programmes tunisiens ». Alors, je présente brièvement Madame Wafer. Madame Wafer est enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, spécialiste de la didactique du français à l'Université de Tunis, précisément à l'Institut des sciences des humanités appliquées de Zaouïa. Voilà. Ses travaux portent sur l'interculturalité, les freins de l'apprentissage du français en Tunisie et l'articulation enseignement-patrimoine. Elle explore également l'intégration éthique des technologies éducatives en classe, bien évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Je cède la parole à Madame Wafer. Alors, je vous remercie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien je voulais remercier les organisatrices pour leur professionnalisme et vous remercier vous aussi pour votre présence qui nous honore. Donc, mon travail, c'est un travail, on va dire, retravaillé à partir, en fait, de la recherche que je fais dans ma thèse de doctorat sur l'enseignement, apprentissage ou l'impact des représentations sociales et linguistiques sur le processus d'enseignement-apprentissage de l'interculturel dans le secondaire tunisien. Donc c'est une partie mais qui est actuellement retravaillée parce que de fil en aiguille j'ai découvert que sonder ou explorer la compétence interculturelle ne suffit pas. Il y a en fait une composante très importante en relation avec l'identité de l'élève, de l'enseignant, c'est le patrimoine et sa présence dans les curricula et les manuels scolaires. Donc on va commencer donc par une petite introduction. Le manuel. Pourquoi en fait le manuel? Parce que le manuel c'est on va dire le document le plus ancien sur Terre. Il était donc utilisé par l'ordre ecclésiastique pour parmi les fidèles pour faire passer on va dire la foi. Et donc c'est quoi en fait en réalité le manuel? C'est un livre de poche assurant la transmission des valeurs religieuses et sociétales. Plus tard, donc cet écrit-là, qui était utilisé par l'ordre ecclésiastique, comme j'ai dit, donc, avait pour objectif d'enraciner la foi, et donc après il a été repris par l'école comme premier objet permanent de la relation pédagogique. Donc en Tunisie, en fait, le manuel, il est le monopole de l'État. Personne, contrairement à plusieurs pays, en fait, le manuel, il n'y a pas uniquement l'État qui le monopolise, il y a d'autres, en fait, instances qui peuvent faire des manuels.
Donc en Tunisie, le manuel scolaire est un véritable instrument de souveraineté nationale. D'ailleurs, en fait, c'est le Centre national pédagogique qui exerce donc le monopole absolu de l'édition et de la diffusion. Donc, cela dit que pour ce manuel-là, donc il est tout simplement, il assure il est en fait la preuve que l'éducation est contrôlée par l'État, mais il est aussi donc le levier principal de réforme et identité nationale. Donc, problématique de la recherche. Donc, le système éducatif tunisien actuel présente une déconnexion entre les contenus pédagogiques et la réalité socio-culturelle des apprenants. Donc, l'analyse des curricula révèle un paradoxe central. Malgré l'omniprésence de l'État dans la production du manuel, le patrimoine culturel local demeure non interrogé, entravant le développement d'une compétence interculturelle authentique. On parle actuellement du racisme, de l'exclusion, du blocage. Et on remonte maintenant à ce qui est présenté à travers les objectifs dans les programmes et les curricula. Donc, il y a, donc, ce que j'ai constaté, qu'il y a une absence d'interrogation sur le patrimoine culturel local dans les programmes. Le décalage entre les contenus actuels et l'identité des élèves. Il n'y a pas vraiment un lien entre les deux. Et la nécessité de développer les compétences interculturelles chez les apprenants tunisiens m'ont bien sûr motivé à faire cette recherche. J'ajoute encore plus que j'ai fait 19 ans d'enseignement secondaire. Donc chaque jour, je suis devant ces obstacles-là qui entravent l'exercice de mon métier. Donc le décalage identitaire souligne l'urgence de décoloniser les programmes pour combler le déficit de compétences. Donc pour le cadre théorique, en première partie, je vais aborder 3 axes principaux. Le manuel comme objet culturel, en se basant bien sûr sur les travaux de Chopin, Audigier, le CMP et le contexte tunisien en général. Pour l'axe 2, je vais présenter la compétence interculturelle avec les défenseurs en didactique comme Proxeuil, Piram, Dervin et Zarat. Pour l'identité et les représentations, nous avons le Tunisien juif Kamireli qui a parlé dessus, Dervin, Jodelet, il a enseigné en 2010, il a enseigné à Manouba, puis il a quitté, et Moscovici. Donc, concernant les représentations. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous connaissons tous le manuel scolaire tunisien parce que c'était notre texte ou document de chevet quand on était au secondaire. Donc, le manuel scolaire était un objet culturel et politique. Et il est donc, comme j'ai dit au début, diffusé et imprimé par le Centre national pédagogique. Donc, il présente un instrument officiel qui accompagne les programmes, garantit l'uniformité du contenu et sert de référence pour les enseignants et les élèves. Il est conçu pour assurer la cohérence nationale des apprentissages et pour traduire les orientations éducatives du ministère de l'Éducation. Donc, l'interculturel, aussi je ne vais pas m'attarder et je vais me concentrer sur 3 optiques. La première, en fait, c'est celle d'Abdallah Proxeuil. On part de l'idée que la culture prise comme une entité homogène n'est pas opérationnelle pour comprendre autrui, parce qu'autrui change tout le temps. Si on va passer par ce qu'il incarne, c'est pas fidèle à autrui parce qu'on se place dans une démarche factuelle. Or, ce qui est demandé, c'est d'interroger l'autre, d'avoir la vérité à partir de l'autre, et non de plaquer en fait des stéréotypes, des préjugés sur autrui. Donc, pour Dervin et Kamireli, donc il y a on aborde l'interculturel à travers les ressemblances.
que ça veut dire les ressemblances, c'est-à-dire on va voir quels sont les points communs entre les cultures et on va les étudier dans les supports, dans les activités de classe pour nous épargner ce qu'on appelle le choc culturel. Or, Émeric Cohen donc, dit le contraire. Il faut passer par le choc culturel pour pouvoir se situer. Ce choc culturel-là passe par 3 étapes. La première étape, c'est savoir se décentrer de son propre système culturel, c'est-à-dire je m'éloigne de la culture locale, et puis donc je m'imprègne, je pénètre dans le système culturel de l'autre, et après je négocie. La négociation permet de m'identifier, mais aussi en fait de ne pas avoir une relation conflictuelle avec l'autre, parce que je ne vais pas donc lui coller tout ce que j'ai en tête comme préjugés et autres. Voilà, donc en 3e lieu, donc je vais traiter, donc comme vous voyez, donc ça en fait ce sont les auteurs clés. Et donc maintenant la culture locale et patrimoine. Donc pour la culture, nous avons 2 définitions très importantes, celle de Biacoub. Donc il distingue la culture comme information et la culture comme formation. Ça rejoint ce que Protsoy a dit en fait sur la relation dynamique avec l'autre. Pour Cuche, donc il rappelle la distinction entre culture savante, culture populaire, des notions qui n'existent malheureusement pas dans les 6 manuels de secondaire en Tunisie. Donc, concernant le 3e axe, les représentations et patrimoine culturel, nous avons les représentations sociales, elles ont été traitées dans plusieurs, dans les travaux en psychologie sociale, parce qu'elles constituent un filtre imperceptible qui nous empêche d'entrer dans la compréhension ou l'intercompréhension avec autrui. Et nous avons au milieu en fait le patrimoine culturel qui lui n'est pas ou a une faible représentativité dans les 6 manuels. Et donc ce patrimoine-là, donc il est le témoignage fidèle de la réalité du contexte tunisien. Donc le curriculum doit s'extraire d'une vision exogène pour intégrer les représentations sociales locales comme filtre de compréhension du monde. Cette approche transforme le patrimoine en levier pédagogique, assurant la transition d'un manuel objet politique vers un espace de valorisation de l'identité tunisienne et maghrébine. Ce processus de décolonisation s'appuie sur la rénovation des contenus pour refléter une réalité culturelle authentique et dynamique. Donc, pour la méthode d'analyse des 6 manuels, et je dis bien en fait que je suis là en train d'analyser la présence de la compétence interculturelle, mais aussi en fait la présence du patrimoine. Donc, pour la méthode d'analyse, en fait, je me suis appuyée sur l'analyse de Courtillon et Bérard. C'est une grille d'analyse qui contient plusieurs critères. Je crois qu'ils sont en nombre de 12, mais j'ai choisi 3 pour en fait évaluer les manuels. Les 3 sont la démarche, l'adaptabilité, l'ergonomie. L'ergonomie en fait, mais j'ai ajouté l'originalité que je n'ai pas citée ici, mais dans d'autres travaux, j'ai parlé en fait de l'originalité. Donc la base, c'est donc de voir les référents interculturels et locaux, comment ils sont agencés dans les manuels scolaires et leur relation avec la construction identitaire. Donc l'analyse des 6 manuels officiels du secondaire via cette grille et bien sûr ciblée vers la construction identitaire, mais aussi vers aussi l'ouverture culturelle de l'apprenant. Est-ce qu'ils peuvent vraiment assurer cette ouverture à la fin? Donc les manuels scolaires tunisiens à l'épreuve de l'interculturel. En fait, d'après l'analyse, et là je vous épargne les détails qui sont beaucoup, hein, il nous faut au moins beaucoup de temps pour les citer,
mais je peux en fait vous parler des constats généraux. Premier constat, en fait, j'ai constaté une architecture modulaire ouverte sur le monde. Des sujets connus, stéréotypés, des présentations factuelles de la culture d'autrui, mais avec des intitulés modulaires qui sont tentants et promoteuses. Exemple, nous avons Jeunesse sans frontières, droit à la différence, invitation au voyage, partage, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas, il y a donc une ouverture thématique, mais pas didactique. Déjà, donc, j'ai corrigé, mais c'est pas excusez-moi, en fait, voilà, c'est bien. Donc, j'ai constaté que la culture française est certes omniprésente, mais stéréotypée. Les supports iconographiques et textuels convoquent massivement des référents culturels français. Si ces référents offrent une fenêtre sur l'autre, elles restent stéréotypées. Nous trouvons Tour Eiffel, comme si en fait, quand on a voilà, la Tour Eiffel, c'est bon, c'est suffisant, on a connu le français. Or, c'est limitant quand même. Tour de France, le monsieur parle comment il était arrêté pour le passage des cyclistes, et il parle en fait de maillots aux couleurs criardes et ainsi de suite. L'abondance donc de Rousseau, un texte de Rousseau, le pain, fromage, le pont Mirabeau, et c'est vraiment ces exemples n'étaient pas vraiment bien exploités didactiquement à travers l'appareil pédagogique qui accompagne ces supports-là. Parce que dans les manuels scolaires, si vous vous souvenez, il y a les textes, les supports, mais aussi il y a l'appareil pédagogique, en fait les questions qui orientent à la fois l'élève et l'apprenant. Donc nous avons constaté donc, une omniprésence de la culture française, une prédominance symbolique et figée. Par exemple, pour les monuments et écoles, 45% pour les référents culturels, Tour Eiffel, musée, et ainsi de suite. Pour les traditions et folklore, 30%, pain, baguette et tout ça. Événements sportifs, 15%, vie quotidienne, 10%, clichés parisiens, terrasses, et ainsi de suite. La culture française est omniprésente à travers les symboles classiques et des représentations figées, perpétuant un héritage colonial qui freine des efforts de décolonisation curriculaire. Cette prédominance de clichés occulte la réalité contemporaine de la France et marginalise le patrimoine local tunisien. Autre dimension que j'ai traité et je traite, c'est le choc culturel. Il y a des sujets qui constituent des chocs pour l'élève tunisien. Par exemple, nous avons la drogue, l'érotisme, les travestis et ainsi de suite, la religion, le parcours de Christ, l'altérité radicale. Donc, le niveau de médiation pédagogique quasi nul. Parce que le contenu, l'appareil pédagogique et le questionnement n'interrogent pas en fait ces dimensions-là. Je me rappelle à ma première année, non, c'était ma 3e année d'enseignement, j'enseignais à Bouficha. Si vous connaissez Bouficha, donc j'ai présenté ce texte-là sur les routes du monde de Gary. Donc, et les élèves m'ont dit, madame, qu'est-ce que vous présentez? Bon, écoutez, Bouficha, c'est pas Sousse. J'avais pas en fait ce problème avec les élèves de Sousse, mais à Bouficha, j'enseignais des élèves qui m'ont arrêté. Madame, vous parlez de la drogue, vous parlez des travestis, vous êtes en train de nous encourager à se dévier de droit chemin. Je leur dis, attendez, mais on va voir le contenu, de quoi parle exactement. À la fin, ils ont découvert que la fugue de la jeunesse, on a envie quand on avait 20 ans, 19 ans, c'est trop tard maintenant, et quand on avait 18 ans, 19 ans, donc 20 ans ou 25 ans dans l'arrière, donc on avait cette fugue-là de la maison, on voulait se révolter de tout ce qui était interposé comme étant tabou et autres. Et à travers le texte,
les élèves ont découvert que ce que sentait le français, eux aussi le sentaient, c'est la fuite, et que, au contraire, Gary les avertit, il leur dit que le chemin de la fuite, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas d'abuser, mais c'est en fait d'aller vers soi-même. La liberté provient par le voyage, par sonder soi-même, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un texte très passionnant. Mais malheureusement, l'appareil pédagogique à côté ne favorise pas l'exploitation de ce texte-là comme il se doit. Nous avons aussi la religiosité qui est absente. On passe à côté de la religion, du Christ, de la Trinité et ainsi de suite dans les manuels scolaires. Comme si c'est un tabou, il ne faut pas l'interroger sur... Or, il y a des textes qui parlent de ces dimensions-là, qui sont magnifiques et qui, au fond, les valeurs sont communes. C'est à travers ce chemin-là qu'on va découvrir l'autre. Pas en le plaquant, en fait, ce que nous avons en tête sur autrui. Donc il y a une déconnexion identitaire à travers en fait l'impact sur l'apprenant, et l'altérité radicale, elle est faible. D'où en fait après tout ce parcours-là, nous avons l'impression que les stéréotypes s'enfoncent encore plus et se renforcent. Donc l'analyse des manuels révèle une gestion défaillante des zones de contact culturel. Les textes traitant de la drogue, de l'érotisme sont introduits sans étayage didactique suffisant. L'exemple de Nerval est emblématique. L'assimilation du voyage au parcours du Christ est présentée sans médiation interculturelle, créant un choc cognitif et symbolique pour l'élève tunisien face à un référentiel religieux non interrogé. Ce manque de transposition didactique transforme le support pédagogique en un espace d'exclusion plutôt que de rencontre. Donc, pour le patrimoine culturel tunisien, et croyez-moi, j'arrive pas à ce point par nationalisme, mais par obligation, par la science. Après plusieurs enquêtes faites de terrain, il faut passer par le patrimoine tunisien pour permettre l'ouverture. Si on ne se connaît pas, on ne connaît pas en fait, la culture de l'autre. Et d'ailleurs, en fait, le dernier article qui va apparaître bientôt, je propose une solution sur l'importance d'utiliser même notre code commun, comme par exemple les mots entre le français et l'arabe, cette interlangue, exemple, pour dire j'ai révisé. Eh ben, je propose de partir de ces mots-là pour apprendre la langue française. Et donc, je suis arrivée là au patrimoine, pas par nationalisme, mais par, en fait, des données observables de terrain après des enquêtes faites qui montrent que, primo, il n'y a pas, ou rarement, les auteurs tunisiens sont cités dans les manuels scolaires. Il n'y a pas d'auteurs tunisiens, pourtant nous avons plusieurs auteurs qui excellent et qui présentent un contenu qui est proche de l'élève tunisien. Autre chose, il y a rupture de l'ancrage identitaire. Ce vide didactique entrave la décolonisation des curricula en sacrifiant le patrimoine tunisien au profit d'une norme exogène compromettant la compétence interculturelle. Donc voilà pour l'absence. Donc ce que je propose là comme des mentions en fait vers une décolonisation des programmes. Donc certes il y a une prédominance de la culture cible, mais je propose plutôt un équilibre entre la culture cible et la culture source. Donc on passe par la présence des deux dans les manuels. Autre chose, l'apprenant qui est consommateur passif par des modèles exogènes, il peut être un acteur interculturel valorisant son identité locale. Par exemple, dans les programmes, les curricula du primaire, il y a une
concentration sur le développement de la compétence interculturelle, même si, entre guillemets, c'est pas vraiment une compétence interculturelle, c'est une compétence culturelle qu'on est en train de développer. Cette année, j'enseigne les futurs enseignants des écoles, et donc j'ai une idée sur les curricula, les programmes de 3e, 4e, 6e année. Donc je découvre que vraiment on est en train de donner lieu à un acteur, on va dire, aux compétences interculturelles limitées. Autre chose, donc, au lieu de reproduire les schèmes postcoloniaux qu'on a actuellement, on pouvait en fait mieux penser à une éducation holistique et émancipatrice qui a été démontrée dans l'horizon 2026. Donc cette stratégie vise à transformer l'enseignement de français en un espace d'enseignement, de dialogue interculturel, permettant une décolonisation effective des curricula à travers une reconnaissance institutionnelle du patrimoine tunisien. Donc pour la conclusion, je suis à la fin pour la réconciliation de l'apprenant avec son patrimoine et l'altérité. Les dimensions de la réforme, c'est l'identité culturelle, l'intégration systématique du patrimoine tunisien. L'autre sera mieux présenté dans un espace authentique et pluriel. Je n'ai pas en fait de critique ou de leçons à donner concernant, mais quand un élève est en face d'un texte du Moyen-Âge complexe, donc c'est tout à fait normal qu'il va déserter la science et la compréhension du français en général et qu'il va trouver à la fin que la matière française est difficile d'accès. Donc, parce que les textes Moyen-Âge, 17e, 16e, ça ne l'intéresse pas. Je me rappelle une fois, j'ai dit à mes élèves, est-ce que vous connaissez Voltaire? Oui, madame, mon Dieu, on le connaît, c'est un chanteur de rap. À ce moment-là, j'étais... c'est bien, vous m'apprenez quelque chose, moi. Donc, pour les objectifs pédagogiques, il y a un équilibre entre la compétence. Donc, il faut viser un équilibre avec les compétences interculturelles. Pour vous dire vrai, moi, je suis pour le développement de la compétence interculturelle, puis la compétence linguistique. La compétence interculturelle passe avant, parce qu'en donnant l'envie d'étudier la langue française, de connaître l'autre, on développe automatiquement notre vocabulaire et notre compétence linguistique, notre savoir-être, savoir-faire, savoir agir dans des situations spécifiques et en privilégiant l'approche actionnelle, tant militée par le cadre européen de référence pour les langues. Voilà, donc la décolonisation des curricula tunisiens exige de dépasser la simple transmission linguistique pour transformer le manuel en un dispositif de médiation. Il s'agit de rompre avec les modèles exogènes figés afin de construire un curriculum holistique qui valorise l'identité locale tout en s'ouvrant sereinement à l'intégration méditerranéenne et internationale, vers une école de la rencontre et du dialogue, transformer les manuels en véritable espace de rencontre avec l'autre pour réviser une représentation et s'ouvrir son préjugé à la richesse de la différence. C'est en fait ce que j'arrive à tirer conclusion à la fin. Merci pour votre attention. Merci alors, Madame Messi, pour avoir présenté cette approche globale sur les programmes du français dans les écoles, les institutions d'enseignement secondaire, surtout issues d'une longue expérience et expertise